Mardi, sur son compte Twitter, l'armée nigériane a annoncé la libération de 200 adolescentes et 93 femmes des camps de Boko Haram situés dans la forêt de Sambisa, à l'extrême nord-est du Nigeria. Ces femmes ont été affranchies à l'issue d'un assaut des soldats nigérians dans cet ancien parc national de l'époque coloniale situé à 60 km au sud-est de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. La libération de ces femmes a suscité la joie de plusieurs personnes qui ont répondu au tweet de l'armée. Ces hommes et femmes préoccupés par les exactions de Boko Haram pensaient aux filles de Chibok enlevées à l'internat de leur lycée il y a plus d'1 an, avant que l'armée ne vienne démentir cette supposition qui se transformait progressivement en affirmation. Sani Ousmane, le porte-parole de l'armée, a reconnu qu'il est normal que les gens pensent aux lycéens de Chibok, dont le nombre toujours en captivité est de 219. Le colonel de l'armée nigériane a avancé par la suite que les enquêtes préliminaires indiquent le contraire des pensées des populations de plus en plus concernées par le sort de ces innocentes enlevées le 14 avril 2014. L'officier supérieur de l'armée nigériane a toutefois annoncé que les désormais ex-otages étaient actuellement soumis à des examens et des interrogations pour déterminer leur identité qui viendraient mettre un terme à une situation qui prend des allures de débat contradictoires. Après la reddition d'une douzaine de jeunes hommes à l'armée tchadienne en milieu de semaine dernière, Boko Haram perd un nombre plus important d'otages. Une situation confirmant les dires de la force multinationale qui fait état d'un important affaiblissement des hommes d'Aboubacar Shekau depuis plusieurs semaines. 4 bases de Boko Haram ont également été détruites dans l'assaut de la forêt de Sambisa. Candidat à sa propre réélection, le chef de l'exécutif togolais sortant Faure Gnassingbé à la tête du pays depuis 2005 a remporté ce mardi la présidentielle togolaise avec un score de 58,75% des votes contre un total de 34,95% des voix pour l'opposant Jean-Pierre Fabre, un sérieux candidat au fauteuil présidentiel. C'est le président de la commission électorale qui a livré les résultats. La commission électorale nationale constate que M. Faure Essoasimna Gnassingbé est élu au titre des résultats provisoires. Après la déclaration de la CENI, dans certaines rues de Lomé, la population a célébré la victoire de son candidat. On voit en nous une évolution, aujourd'hui et demain, pourquoi pas. C'est pour cela qu'on se réjouit, on est en joie ici pour célébrer la victoire. Il a déjà commencé un truc. Donc on attendait seulement qu'il continue et termine ça. Donc ce mandat nous suffit déjà largement. Faure Gnassingbé est élu au titre des résultats provisoires, sous réserve de confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. Avec un taux d'abstention atteignant les 40,01%, ce scrutin est fortement contesté par l'opposition qui crie à la fraude. Mais il a été toutefois jugé acceptable par la communauté internationale. Réclamer les meilleures conditions de travail et de salaire, c'est l'argument présenté par les forces de l'ordre centrafricaines qui ont lancé un mouvement de grève depuis le 11 avril dernier. Alors que le pays s'apprête à organiser un forum de réconciliation, les policiers centrafricains sont décidés à mettre en avant leurs revendications. Une situation que condamne le gouvernement de Bangui. Savoir si la grève a des conséquences sur la préparation du forum, la préparation des élections, ça me semble évident. Vous savez, nous exerçons différentes activités, différentes fonctions, nous occupons différentes fonctions, mais ces choses-là ont un rapport avec la vie de la nation. L'activité des policiers, à mon avis, n'est pas comparable à celle des vendeurs d'objets d'art. Pour le ministre de la Justice, cette grève complique la situation sécuritaire de la République centrafricaine. L'impact au niveau de la justice et les conséquences de ces grèves sont très graves. Parce que, considérant la période mouvementée que nous traversons, on a vraiment besoin de ces 2000 policiers qui se mettent en grève aujourd'hui et qui compliquent la situation sécuritaire dans notre pays. À quelques semaines du forum de réconciliation qui verra la participation des différentes sensibilités politiques de la Centrafrique, cette grève des policiers pourrait constituer un écueil sérieux à la situation sécuritaire du pays.
En ce moment, des négociations ont été entreprises par le gouvernement centrafricain, attendant maintenant la réaction des forces de l'ordre. En vue de réhabiliter et renforcer des routes communautaires reliant le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, l'Union économique et monétaire ouest-africaine recherche une enveloppe de 208 millions d'euros, soit environ 137 milliards de francs CFA. Le premier tronçon de 252 km reliera Koupela à Fada-Kourma au Burkina Faso à la frontière du Niger. Il sera d'un coût de 151 millions d'euros, soit environ 99 milliards de francs CFA. Le second tronçon est la route nationale 19 reliant la frontière du Ghana à la frontière du Bénin en passant par les villes togolaises de Kapou, Kara et Ketao. Son coût total est estimé à 57 millions d'euros, soit environ 37 milliards de francs CFA. Les travaux portent sur la réhabilitation et le renforcement du tronçon ainsi que les aménagements urbains dans les agglomérations traversées. Les objectifs de ces travaux routiers sont d'améliorer la liaison Ouagadougou-Niamey par une meilleure fluidité du trafic, de faciliter les échanges commerciaux entre le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, désenclaver les zones des infrastructures en vue de l'acheminement en toute saison des produits agricoles vers les centres urbains. Le constructeur du poids lourd Renault Trucks veut supprimer 591 postes en restructurant son organisation commerciale. La direction générale a indiqué mardi lors d'une réunion extraordinaire du comité central d'entreprise pour informer les syndicats que ce projet ne touchera pas les forces de vente et prévoit le maintien de tous les sites de fabrication de camions et leurs composants en France et n'affecterait pas les postes d'agents de production, en soulignant qu'il sera mis en œuvre avec la volonté de limiter autant que possible le nombre de départs contraints. Le CCE aujourd'hui nous a malheureusement annoncé un plan social numéro 2 qui suit donc les 500 licenciements de l'année dernière. Cette année, ce sera 512. Cette année, ça ne concernera que le site de Lyon, ce qui protège au moins nos sites industriels. Et ça va principalement concerner l'activité et les départements commerciaux. Le groupe a souligné que le marché français est le deuxième en importance pour le groupe Volvo qui y a fortement investi au cours de la dernière décennie après le rachat des activités poids lourds de Renault en 2001. Avec ces mesures, le groupe entend maîtriser ses coûts structurels actuellement trop élevés et s'appuyer sur ses produits récemment lancés pour accroître ses ventes et construire un avenir durable pour ses activités en France. En mars 2014, la direction de Renault Trucks SAS avait déjà annoncé 508 suppressions d'emplois en France, dont 319 sur ses sites d'agglomération lyonnaise. Diminuer la production de gaz à effet de serre de l'équivalent de 1,6 million de tonnes de CO2 par an. C'est l'objectif environnemental visé par le Qatar à travers l'usine de récupération des gaz torchés dont le projet a officiellement été inauguré mardi. Il permettra aussi au Qatar, plus important producteur mondial de gaz naturel liquéfié, de produire ainsi 29 millions de pieds cubes de gaz supplémentaires par an. Il s'agit du plus grand projet environnemental au Qatar. C'est aussi le plus important au monde, mais je laisse les autres confirmer cela. Mais je peux affirmer que c'est le plus grand au Qatar. Selon les responsables qataris, ce projet de récupération des gaz évaporés à la jetée capturera suffisamment de gaz pour alimenter l'équivalent de 175 000 voitures par an ou encore 300 000 maisons. Les promoteurs du projet affirment que leurs techniques permettront de diminuer de 90% le torchage au port de Ras Laffan, dans le nord du Qatar, le plus important terminal d'exportation de gaz naturel liquéfié au monde. Le projet a été conçu en fonction de critères écologiques et non économiques, affirme le président de Qatar Gas, en dépit des prédictions selon lesquelles la production abondante du Qatar pourrait faire face à une concurrence accrue des États-Unis ou de l'Australie ces prochaines années. Devenu une culture universelle aux facettes multiples, souvent méconnue en une quarantaine d'années, le mouvement hip-hop est au cœur d'une exposition événement à l'Institut du monde arabe sous la direction artistique du rappeur Akhenaton. Pour la première fois dans le pays, la culture hip-hop, qui est un véritable médium artistique d'expression sociale et politique pour la jeunesse, s'exposera en toute liberté dans cet institut.
Une exposition qui dévoilera l'image même de ce style musical de la culture urbaine. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui ne connaissent pas forcément le hip-hop, qui viennent voir cette exposition, s'aperçoivent que ce n'est pas une culture d'animateurs sociaux qui ont eu de la chance ou de délinquants qui sont des caïds milliardaires. C'est une culture profonde qui a des racines profondes, même plus loin que le rap aux États-Unis. Au départ, un phénomène underground, le hip-hop arabe est devenu rapidement, grâce aux réseaux sociaux et le web, un désir grandissant de dignité, de liberté et d'un futur meilleur. Les acteurs du hip-hop dans les pays arabes sont soumis à des distorsions auxquelles nous ne sommes pas soumis, parce que depuis la chute du califat en 1914, ils ont connu colonisation, décolonisation, dictature et guerre. Le rap est le reflet de 100 ans de période mouvementée. Sur plus de 1000 mètres carrés, près d'une centaine d'œuvres historiques d'artistes américains, français et arabes seront déployés aux côtés de documents d'archives dans une scénographie unique. Le rap, et c'est très bien expliqué, et la culture hip-hop sont une culture et une musique de divertissement de 1972 à 1982. Le rap engagé aux États-Unis, commercialement parlant, a tenu le haut de la fiche de 86 à 91. 5 ans sur 40. Dans une démarche de transversalité historique, géographique et artistique, des œuvres inédites de graffeurs tels que John Wone, Evol, J1, Minwon et Hassan Halwani seront créées à cette occasion. Avant la mise en place du couvre-feu hier mardi par la police de Baltimore, plusieurs groupes de fanfares et de danseurs de rue ont défilé dans les quartiers touchés par les émeutes des derniers jours pour changer l'image de la ville. J'aime ma ville. Baltimore est un endroit positif, peu importe ce que les informations en disent. J'aime Baltimore, mais entendez-moi bien. Il y a des mauvaises choses qui se passent ici, mais au final, il y en a dans toutes les villes d'Amérique, dans toutes les villes. Et vous savez quoi? On n'entend pas parler de ce qui est bien. Mais je vais tout faire pour que tout le monde l'entende, partout à travers le monde, parce qu'ils vont y croire. Les gens ont peur de venir à Baltimore, mais n'ayez pas peur. On n'a pas peur de venir ici pour défiler avec nos enfants. Une rencontre épicée entre les fanfares et les danseurs funk style pour un groove qui ferait peut-être disparaître les horreurs commises dans la ville. La situation s'est tendue à nouveau dans la nuit à l'est de Baltimore, où la police est intervenue en tirant du gaz au poivre peu après l'entrée en vigueur mardi d'un couvre-feu pour disperser plusieurs dizaines de manifestants qui ont bravé l'interdiction. Les émeutes ont contrasté avec le calme et la sérénité de la cérémonie des obsèques de Freddie Gray, mort le 25 avril dernier. Un son métallique, agressif, une signature unique. Pour beaucoup, Marcus Miller est à la basse, ce que Miles Davis était à la trompette. Avec Aphrodisia, son dernier album, le musicien afro-américain revient sur les sources du jazz, l'esclavagisme. Cette inspiration, il l'a puisée au Sénégal pendant une visite sur l'île de Gorée. Tout est différent quand vous êtes sur cette île et que l'on vous explique que dans cette pièce on empilait les uns sur les autres des Africains, des hommes, des femmes, voire des enfants. Tout est différent quand vous voyez cette porte donnant sur la mer, car au bout d'un certain temps, après avoir compté les prisonniers, il les faisait passer par cette porte pour les envoyer sur des navires vers l'Amérique. Ils l'ont donc surnommée la porte du voyage sans retour. L'Afrique et le jazz trouvent aussi un écho dans l'actualité. Son conteur, c'est Tony Allen, l'un des créateurs de l'afrobeat. À travers un mélange de musique africaine, funk et jazz, il dénonce les drames de l'immigration clandestine en Méditerranée. Avec cette chanson, le Nigérian implore ses frères africains de ne pas tenter la traversée vers l'Europe. Those ones that risking their lives to want to come to this part of the world. Je veux juste les prévenir
parce qu'ils risquent leur vie pour venir dans cette partie du monde. Ils pensent qu'ils rouleront sur l'or, ici, et pour eux c'est un rêve. Mais je les préviens, ce rêve est un mirage. Débuté le dimanche 26 avril dernier, le tournoi international de boxe zone 3 s'est poursuivi dans le cadre de la deuxième journée, le lundi 27 avril à la Fédération gabonaise de boxe. Lors de cette deuxième journée d'évaluation de performance de pugilisme, l'on a assisté essentiellement aux demi-finales ayant opposé rien que des pugilistes gabonais. Au terme de l'affrontement entre compatriotes, dans la catégorie de moins de 52 kilos, Junior Mikamu s'est qualifié pour la finale face à Mangalari. Mikalamu Chris Olsen chez les moins de 60 kilos, Wilfried Mapaga chez les moins de 64, Rugen Mienikwe chez les moins de 75 kilos, Beltran Poufong chez les moins de 81 kilos et Tade Bassa chez les moins de 91 kilos. Ces derniers ont affronté dans le cadre des finales le mardi 27 avril leurs collègues venus du Cameroun. C'est au total 11 combats qui ont eu lieu lors de la finale dans une salle bondée de monde. Le public venu nombreux a galvanisé les concurrents et c'est le Cameroun qui est sorti premier de ce tournoi d'évaluation de performance en remportant 6 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 de bronze, soit un total de 10 médailles. Le Gabon, quant à lui, a obtenu 5 médailles d'or, 6 d'argent et 5 de bronze, soit 16 médailles. Parlons toujours du Gabon, les détenteurs de ces médailles d'or sont les courageux Tade Bassa, de moins de 91 kg, Marcus Edungwa, de moins de 49 kg, Lewisian Zamba, de moins de 51 kg, Rugen Hugo Mienikwe, de moins de 75 et Junior Mikamu. C'est vrai, ce n'était pas un combat facile, mais ici, là, je dois plus remercier le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est lui qui m'a donné cette victoire. Comme je disais la dernière fois lors des demi-finales, je disais que j'avais en face de moi en finale un adversaire qu'on s'était déjà croisé lors du championnat d'Afrique centrale et que j'avais gagné en finale. Et je m'attendais à un combat très difficile parce que c'était un retour et là ça se passe sur la terre gabonaise, il fallait vraiment se donner en France. C'est dans un climat sain et de fair play que la cérémonie s'est achevée. Le Front populaire ivoirien tendance Aboudraman Sangaré a organisé une élection interne le week-end dernier, au sortir de laquelle Laurent Gbagbo, fondateur du parti actuellement emprisonné à La Haye aux Pays-Bas, a été élu à la présidence de cette formation de l'opposition divisée en 2 camps. Selon le comité central du parti, 98 des 108 fédérations du FPI ont pris part au scrutin et la liste Victoire et Liberté pour Gbagbo, conduite par Hubert Oulay, a obtenu 99,64% des suffrages des électeurs. Cette élection s'est déroulée en simultané avec la désignation du président de la République Alassane Ouattara comme candidat unique de la coalition au pouvoir pour la présidentielle et la sortie de Pascal Affi-N'Guessan, président légal du FPI, qui annonçait que le candidat de cette formation de l'opposition sera connu à l'issue du congrès prévu pour fin mai. La tendance Sangaré, considérée comme l'aile dure du FPI, a prévu un congrès pour ce jeudi à Mama, village BT de Laurent Gbagbo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le professeur Sébastien Dano Djedje, qui présidera ce 3e congrès extraordinaire, a avancé que cette élection était en conformité avec les textes fondamentaux de l'ancien parti au pouvoir, lesquels stipulent que le président du parti ne peut être élu que par les représentants des assemblées fédérales. Un pamphlet vraisemblablement adressé à Pascal Affi-N'Guessan, rétabli dans ses fonctions de président du FPI par la justice ivoirienne après avoir été écarté par les pro-Gbagbo. Sébastien Dano Djedje considère l'élection de Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire ivoirien comme un signal et un symbole. Une phrase brève, mais énormément lourde de sens. La désignation du prisonnier de La Haye est le symbole de la base du FPI qui ne se reconnaît pas en Affi-N'Guessan, qu'on accuse de flirter avec le pouvoir, mais aussi le signal de l'imminence d'une nouvelle crise au pays des éléphants.